bonsoir à tous. Relocalisation, certains n'ont plus que ce mot à la bouche et c'est particulièrement le cas quand il s'agit de la production de fruits et légumes. Ça a donné des idées à certains, se lancer dans l'aventure du maraîchage urbain pour offrir le circuit le plus court possible du champ à l'assiette. On voit donc fleurir les expériences en région bruxelloise. Et ce soir, nous allons vous en présenter quelques-unes. Nous allons vous faire découvrir aussi les différentes facettes de ce métier de maraîcher. Jean-Philippe Gommeret, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fondé, vous, les Garçons Maraîchers. Vous exploitez une parcelle à Jette. On n'est pas tellement loin du bois du Larbec. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là ? Oh, ça remonte à il y a quelques années. J'ai été chef pendant 25 ans dans l'hôtellerie de luxe et je me suis interrogé sur l'utilisation des produits. Et j'avais envie de vraiment retourner à la source de la production des produits. Et donc j'ai commencé par une formation via l'émission locale de XL et Etterbeek pendant 8 mois. Et à la suite de ça, je me suis dit, tiens, c'est chouette. C'était vraiment une chouette expérience parce que j'avais jamais vécu en dehors de mes cuisines, donc avec la lumière artificielle et tout ça. Donc j'ai découvert un autre monde auquel j'ai pris goût. Alors on aura l'occasion de découvrir votre champ, votre petite parcelle dans quelques minutes. Mais d'abord je vais vous présenter Frédéric Morand. Bonsoir, vous êtes directeur de Verdiris International. Alors Verdiris c'est une coopérative, hein, vous gérez donc 3 potagers, et vous faites des formations donc en horticulture et en agriculture. Alors par rapport à cela, là on parle de reconversion. Dans vos formations, vous voyez beaucoup de personnes en reconversion ? Oui, la plupart des personnes sont en reconversion. Elles viennent d'un métier précédent. Il y a quelques très jeunes apprentis qui sortent directement de l'école, mais on a beaucoup de gens qui ont un bagage derrière eux et une expérience. Alors, c'était votre cas, Déborah Cernigliaro, voilà, j'ai bien prononcé, vous êtes la coordinatrice des apprentis aujourd'hui chez Verdiris. Et pour vous, c'est une nouvelle aventure après une première expérience professionnelle ou même plusieurs expériences professionnelles différentes. Tout à fait, donc moi j'ai fait partie du cycle d'apprenti, donc je me suis recyclée. Et vous venez d'où avant ? Eh bien, donc, du milieu artistique. Donc, j'ai exercé la profession de danseuse acrobate. Puis, j'ai un parcours un peu atypique. Hein. Puis, j'ai eu la gestion commerciale, le management de plusieurs magasins. Et puis, j'en ai eu marre de tout ça. J'avais envie de me recentrer un petit peu. Et j'ai rencontré Verdiris. Donc, j'ai commencé la formation qui a duré 1 an. Et je ne suis plus partie puisque j'ai pris le rôle de coordination accueil pédagogie au sein de la coopérative avec grand plaisir. Et même chose, moi, j'aurais vraiment du mal d'aller faire autre chose maintenant. Ouais. Alors, on verra dans un instant avec vous la motivation de vos apprentis et ce qui les pousse à se lancer dans cette aventure. Mais d'abord, on va prendre la direction de votre champ, si vous voulez bien. On y était hier, on avait de la chance, hein. Il y avait un très très beau soleil. C'est magnifique. Et on vous a suivi dans votre boulot, hein, tout simplement. Donc ici, je suis en fin de saison hivernale. Donc la plupart des cultures d'hiver sont terminées. Et là, je vais relancer tout ce qui est culture printanière. Ça, c'est les protections contre tous les lagomorphes, tous les petits lapins qui viennent déguster tous les bons légumes que je fabrique, que je fais pousser. Et il paraît qu'ils sont particulièrement gourmands. Alors il vaut mieux bien protéger les plantations. Avec le printemps qui s'annonce, le travail ne manque pas. Il y a quelques jours, Jean-Philippe a planté avec l'aide de quelques volontaires 25 kilos de pommes de terre. Et aujourd'hui, il s'occupe de ses oignons rouges. Un travail à la main. Donc c'est tout simple. Je prends l'oignon, je l'enfonce dans la terre tous les 5 cm. Et ensuite, je fais ça sur toute la ligne. Puis je vais refaire des lignes sur toute la planche. Hein. Ce qu'on appelle une planche, c'est l'unité de mesure maraîchère. Cette année, ce sera sa première vraie récolte complète sur cette passerelle de 25 arts. Et les plantations vont s'enchaîner tout le long de la saison. Mon core business, c'est surtout les tomates.
Donc ça, c'est vraiment le produit que j'affectionne plus particulièrement. Comme les tomates, elles arrivent fin juin jusque fin octobre, ça ne me fait pas toute une année de production. Il possède également 2 serres. C'est là que dans quelques jours pousseront petits pois et tomates. Mais en attendant, il reste encore des plants de coriandre. Ça, c'est vraiment la dernière récolte, hein. Il y a déjà eu une récolte et donc ici on est vraiment sur la fin. Ouais, il est encore parfait, hein. Bien goûtu. Et cette dernière récolte, il la réserve pour sa consommation personnelle. Vous voyez, c'est dommage, hein, parce que je vous assure qu'il sentait très très bon dans cette serre et qu'il a l'air excellent, ce coriandre. Alors on le voit là, vous êtes en travail manuel. On est constamment en boulot manuel, donc tout se fait à la main chez vous, donc on imagine la pénibilité. Hein. Oui, c'est sûr. Hein. C'est une trop petite surface pour utiliser des machines. Donc tout est fait à la main, les récoltes, la plantation. Et donc c'est vrai, c'est pénible, mais je viens de la cuisine, donc c'était aussi un travail assez pénible. Donc ça ne m'a pas fait peur outre mesure. Oui, donc vous aviez pas cet idéal romantique qu'on voit chez certains néocultivateurs, ce retour à la terre un peu idéalisé, ça n'existait pas chez vous? Moi j'ai eu le côté romantique quand j'étais cuisinier. Quand j'étais cuisinier, je disais j'étais cuisinier, puis on me disait waouh, génial, t'es cuisinier. Et moi je disais viens travailler 12 heures avec moi dans la cuisine et on verra si c'est aussi génial. Et c'était exactement la même chose avec le maraîchage. C'était assez romantique pour les gens, mais le travail en soi n'est pas particulièrement romantique. Ouais, Frédéric Morand, est-ce qu'ils se rendent compte de ça, les apprentis qui viennent chez vous est-ce qu'ils se rendent compte? On voit qu'il y a une recherche de sens qui est très importante pour eux. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui les attend si d'aventure ils se lancent dans la gestion d'une parcelle? Ils sont confrontés à la réalité, puisque la formation est une formation par le travail. Donc très très vite, dès le premier jour, ils sont confrontés à ce que ça veut dire d'être maraîcher, de travailler à la main par exemple, pendant des longues heures. Donc la notion de romantisme, on la voit venir et puis on essaie de l'accompagner, mais de lui faire rencontrer ce que c'est que la réalité. Ouais, et donc c'est une réalité que l'on découvre, qu'il découvre avec vous, Déborah. Vous-même, à la base, vous vous disiez, tiens, pourquoi pas me lancer dans la gestion d'un terrain? C'était dans votre idéal aussi? C'était pas tout à fait ce que j'avais envie. En tout cas, moi j'ai bien compris tout de suite que c'était vraiment plus dans la partie transmission, que j'avais envie de faire quelque chose. Et donc, voilà. Mais effectivement, pour avoir fait la formation moi-même, je me dis que c'est vraiment chez nous, en tout cas, une formation d'1 an comme ça qui traverse toutes les saisons. Effectivement, comme Frédéric disait, on est vraiment confronté à la réalité du terrain. Ouais. Donc, on voit toutes les saisons. Donc, on se rend compte que pour être maraîcher, il faut aussi tenir le coup. Il fait chaud, il fait froid. On a des soucis de production, etc. Donc, voilà, c'est vrai que les apprentis voient effectivement chez nous toute cette année et peuvent déjà avoir une idée de ce que veut dire le métier, si ce n'est que, je veux dire, tenir le coup déjà, ne fût-ce que pour tenir le coup physiquement, etc. Oui, alors justement, on a eu la chance aussi d'aller suivre un après-midi d'apprentissage. Là encore, on va peut-être cultiver cette image romantique parce qu'il faisait aussi très très beau. Et donc, les images que vous allez voir sont très très belles. Effectivement, c'était sous le soleil à Anderlecht. Et on regarde le reportage, on en parle juste après. C'est comme je disais à Suzanne, il faut vraiment avoir cette idée de taille en rideau. Donc, on va travailler sur 2 plans en fait. Donc, on va éviter que cet arbre il parte comme ça en fait. Cet après-midi-là, c'est la taille des arbres qui était au programme de la formation. Des griotiers. Et on connaît déjà la destination de la future production. Nos griottes, c'est un partenariat en fait, qu'on a avec la brasserie Cantillon. Donc ce sont des cerises des griottes qui sont destinées à la fabrication de la crique. La formation s'étale sur 1 an et est ouverte à tous. Pas besoin de prérequis pour la suivre. Et parmi les apprentis, certains sont en reconversion,
à la recherche d'un nouvel horizon professionnel. J'ai commencé à travailler en politique. Donc j'ai travaillé en politique pendant 7 ans. Et puis en fait, j'ai fait un burn-out et je me suis posé beaucoup de questions sur mon parcours et sur comment je voulais vivre et travailler. Et j'ai fini par commencer une formation ici. Donc c'est une transition qui a pris du temps, donc quelques années. Ça m'est venu comme une évidence. Après, je ne sais pas si le fait de faire l'expérience, de se rendre compte un peu du milieu du maraîchage, c'est pas évident de vivre de ça. Donc je ne sais pas trop ce que sera mon futur, mais en tout cas, c'est travailler, faire ma formation ici pour Verdiris, c'est au niveau de l'apprentissage, c'est pas mal. Et au niveau humain aussi, c'est tout un groupe qui est très soudé, il y a plein d'échanges. Tous ne se lanceront pas dans le maraîchage une fois leur apprentissage terminé, mais ils auront découvert les différentes réalités du métier. Alors, une des réalités du métier, c'est trouver la rentabilité, donc dans l'exploitation de sa parcelle. Comment on fait, Jean-Philippe, pour essayer d'assurer en tout cas une production maximale dans sa parcelle? Alors moi je suis sur une méthode qu'on appelle bio-intensif en Amérique du Nord. Je préfère le bio-optimisé. Le côté intensif en Europe est très mal coté. Donc je préfère le bio-optimisé. Et donc le bio-optimisé, c'est optimiser l'espace de culture qu'on a pour cultiver un maximum dessus. Donc par exemple, une planche de salade où je vais mettre 150 salades, comme je fais tout à la main, il n'y aura pas d'espace laissé pour les mauvaises herbes et autre chose. Tandis qu'une machine qui va planter des salades, sur le même espace, elle n'en planterait que la moitié. Ouais. Parce que vous, sur votre site, on peut lire que vous faites de une production éco-intensive. Donc ça veut dire que vous avez la même philosophie que Jean-Philippe, une exploitation maximale du terrain. C'est indispensable ça aujourd'hui sur ces parcelles? Je crois que c'est un choix de stratégie de conduite d'exploitation. Sur petite surface, évidemment, quand on a une petite surface, on n'a pas les moyens d'avoir des densités très faibles, parce qu'on ne va rien récolter si on met des densités trop faibles. Et ça repose évidemment, comme chez Jean-Philippe, ça repose sur un travail très intensif du sol. Donc c'est le sol qui va être nourri en priorité, qui va être soigné pour être capable de porter des densités fortes. Oui, parce que j'ai vu vous cultivez donc une centaine de variétés différentes. Ça veut dire que le sol, il est mis à rude épreuve, quoi, j'imagine. Oui, bon, mis à rude épreuve, mais comme Frédéric disait, donc le sol est nourri, puis on fait de la rotation de culture. Donc les sols sont, donc on varie en fait ces cultures. Donc évidemment, on ne va pas mettre 2 cultures gourmandes l'une après les autres. Donc on va veiller en fait qu'après une culture gourmande, on va renourrir le sol avec le compost qu'on produit, etc. Et ensuite mettre des cultures qui seront moins gourmandes après. Donc on optimise. Pour pouvoir l'exploiter pendant toute la saison, voire toute l'année, quoi. C'est ça le but, Frédéric? Disons qu'on va rechercher une synergie. C'est pas très grave d'avoir 100 variétés ou 50, parce que ces variétés vont être complémentaires entre elles. Il y a des variétés, des espèces de légumes qui vont apporter ce que d'autres ont besoin, Donc, la diversité est plutôt un atout dans l'intensification ou l'optimisation, C'est la même chose pour moi, on ne s'arrête pas au mot. L'idée, c'est d'avoir un usage intensif des ressources écologiques, le sol et la biodiversité. Ouais, et la rentabilité, Jean-Philippe, là vous partez cette année dans une première production complète. Est-ce que vous estimez que ça va être rentable? Rentable à proprement parler, peut-être pas. Il faut rester honnête sur le projet. Ici, moi j'ai un projet, j'ai 25 arts. Qu'est-ce que c'est la rentabilité? Moi, si je peux dégager mon chiffre d'affaires de 15 000 € cette année, je serai content. Est-ce que 15 000 €, c'est rentable? C'est pas avec ça que vous faites bouillir la marmite. Donc, exactement. Et donc aujourd'hui, ça veut dire que vous avez un autre boulot à côté. Tout à fait. Ouais. Donc je suis accompagnateur pour un projet d'économie sociale de la mission locale de Saint-Gilles, où on accompagne justement des articles 60 à la découverte du maraîchage biologique et éco-jardinage. Alors j'imagine que vous y tenez à ce volet pédagogique, mais pas seulement pour des raisons financières, mais elles sont indispensables aujourd'hui pour que vous puissiez vivre, quoi. C'est ça, c'est vraiment la diversification de mon côté se met de ce côté-là. Donc d'avoir un mi-temps pour pouvoir diversifier les revenus. Donc c'est un petit peu ça
C'est pas la diversification à travers mon projet des garçons maraîchers, c'est d'avoir les garçons maraîchers et mon projet d'économie sociale avec la mission locale. Ouais, parce que la difficulté, vous aussi, hein, vous faites de la production, donc vous vendez des paniers, etc. Vous produisez des légumes. Ça fait plus longtemps aujourd'hui que vous cultivez ce terrain. Est-ce que vous avez atteint ce seuil de rentabilité nécessaire à la survie de votre coopérative? On pense, sur base annuelle, on pense y arriver depuis l'an dernier. Mais ce qui nous manque le plus, c'est l'investissement. On a un assez bon... une quantité de ressources humaines. On a énormément de volontaires, d'apprentis et de salariés, mais là où on est dans des conditions de travail pénibles, c'est qu'on n'est pas assez équipé, on n'a pas assez de véhicules, on n'a pas assez d'air de stockage de nos récoltes, d'air de stockage de l'eau pluviale, par exemple, l'eau pluviale. Et c'est pour ça qu'on fait appel à nos coopérateurs pour qu'ils nous rejoignent notre coopérative et renforcer notre capacité d'investissement. Ouais. Le plus compliqué pour vous, c'est quoi aujourd'hui? C'est justement l'accès à ce stockage, l'accès à l'eau qui reste payant, et on sait qu'il y a des périodes de sécheresse très importantes chaque année, ces dernières années. Oui, c'est sûr que l'accès à l'eau reste primordial pour faire ce qu'on fait. Hein. Sans eau, les légumes... Et pour l'instant, vous devez la payer, cette eau. Et aujourd'hui, je la paye au prix fort. Et donc c'est pour ça qu'avec l'atelier Grow Thailand, qui va être mon voisin sur le terrain Jette, on a demandé un permis d'environnement pour faire un forage. Et à la suite de ça, je vais aussi essayer de faire de la récupération d'eau de pluie sur les serres aujourd'hui. Ouais. Alors on va le voir, si vous voulez bien, maintenant, un petit morceau d'interview de Julie Hermès, qui est anthropologue à l'UC-Louvain, et elle a suivi le parcours d'installation de 10 maraîchers pendant une longue période. Elle les appelle les nimaculteurs. Nima comme non issus du milieu agricole. Elle a pu se rendre compte des nombreux défis qu'ils doivent relever pour assurer une rentabilité dans leur métier. Écoutez-la. On parle de différentes étapes. Il y a des phases d'installation, qui sont des étapes qui demandent vraiment de lancer toute la dynamique d'une part, c'est des plans de culture, mais aussi dans la commercialisation, etc. On néglige souvent, quand on pense agriculteurs, on a l'impression qu'ils sont sur la terre du matin au soir, mais non, mais il y a tout un volet très important aussi de réseau, de se mettre en contact avec des clients. Il faut vendre après tous ces produits-là. Et donc, il y a travaillé énormément d'heures aussi pour gagner très peu au final. Et bien, après quelques années dans cette phase d'installation qui peut durer de 2 à 3 ans, vraiment stabiliser avant d'arriver dans une phase dite de routine, eh bien, il y a souvent des abandons parce qu'il y a une pénibilité physique, clairement, du métier, et morale aussi, psychique, il faut tenir. Voilà, et là, elle nous parlait d'un revenu, si on faisait le global, de 6 à 7 euros de l'heure pour certains de ces agriculteurs. C'est moins qu'un travail d'étudiant. Hein. Brut, hein. Oui. On parle de brut en plus. Ouais, et donc, par rapport à ça, c'est votre cas aujourd'hui, Jean-Philippe Aujourd'hui, ce n'est pas encore mon cas, vu que je me relance. Donc, c'est un redémarrage. Donc, ce sera peut-être mon cas dans 3 ans. Ouais. Donc, aujourd'hui, oui, je vis un petit peu... grâce à justement ma deuxième activité. Ouais. Et ça, est-ce qu'ils s'en rendent compte, les apprentis, au fil des cours que vous donnez, Déborah? Je pense effectivement qu'ils voient la difficulté. D'ailleurs, on voyait dans l'interview, quand on voit Stéphane qui dit « Je ne sais pas si je vais vraiment me lancer en tant que maraîcher », parce qu'il se rend bien compte. C'est un ancien architecte qui aujourd'hui cherche une reconversion. Voilà. Et donc, il dit d'ailleurs qu'il ne sait pas si c'est vraiment le métier dans lequel il va au final se lancer, parce qu'ils se rendent bien compte que ce n'est pas si évident, qu'il y a l'aspect moins bucolique du métier, évidemment. Voilà. Mais je pense que ça reste pour certains apprentis, en tout cas, il y a vraiment cette volonté d'y arriver. Et même en sachant que ce n'est pas évident, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment motivés, qui sont prêts à faire. Je crois qu'il faut faire certains sacrifices. Oui, parce qu'on voit, Frédéric, vous faites appel à un panel de ressources différentes. Hein, donc vous avez vraiment multiplié les activités pour pouvoir assurer la viabilité de Verdiris. Effectivement, on a plusieurs secteurs depuis l'origine avec lesquels on essaie d'agir en synergie. Par exemple, on a un secteur de production de bacs de culture en plastique recyclé. On a un secteur de pédagogie, on a de la transformation et encore d'autres activités sur le côté. Donc ça nous permet de mitiger des risques qui seraient liés à un seul secteur.
Ouais, alors ces risques-là, on est obligé d'en tenir compte, j'imagine. Le risque de pluie trop important, d'une sécheresse trop important. Donc il y a beaucoup d'aléas dans une année de culture. Oui, il n'y a qu'une chose qu'un maraîcher ne peut pas contrôler, ce sera la météo. Et donc on est dépendant de la météo. Ma deuxième année, j'ai perdu pas mal de choses à cause de la sécheresse de cette année-là, où je ne pouvais pas suivre parce que je travaillais seul. Et alors, il y a une autre difficulté, et on va en parler dans un instant, si vous le voulez bien, Frédéric Morand, c'est l'accès à la terre. C'est en tout cas ce qu'a constaté Julie Hermès au fil de ses entretiens. Un des gros problèmes à Bruxelles, c'est stabiliser notamment dans l'accès à la terre. Et ça, c'est un sérieux problème dans la région bruxelloise. Évidemment, la terre est l'achat de la terre, le foncier est hautement concurrentiel parce que le coût de la terre est extrêmement cher vu qu'il y a une pression immobilière. Et donc là, il en va vraiment du choix de nos autorités publiques de décider d'octroyer, décider de préserver des terres à vocation agricole, qui sont des terres qui sont à vocation agricole, et de les préserver sur ce statut-là. Alors prenons votre cas, Jean-Philippe, vous avez été dans un espace à Anderlecht où vous pouviez avoir une phase de test, hein, c'est ça. Exactement. Et puis après vous vous êtes lancé dans votre parcelle à Gette. Ça a été compliqué cet accès à la terre? Alors ça a été très compliqué parce que je suis sorti de l'espace test en 2018 et j'ai eu la terre en 2020. Donc ça m'a mis 2 ans à avancer avec Terre en Vue, qui est une coopérative d'achat de terre et de soutien aux agriculteurs, pour avoir ce terrain à Gette. Et donc la commune de Gette a mis à disposition ce terrain à la ferme des enfants, qui l'a mis à disposition à Terre en Vue, qui me le met à disposition à titre gratuit. Et donc ça veut dire 2 ans de recherche ouais. et de vraiment négociation un peu avec Ouais. les administrations pour pouvoir avoir cette terre. Ouais, et vous, pourtant, Frédéric, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit c'est pas si compliqué que ça de trouver de la terre. Il y en a beaucoup. Là, quand on voit l'exemple de Jean-Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je peux parler que de l'expérience qu'on a à Verdiris. Aujourd'hui, on refuse chaque année des terrains. Donc, on doit se freiner. Je dois me faire violence pour ne pas aller visiter des terrains. Dernière en date, il y a quelques semaines à Ternat, parce qu'on se disperse et on doit se focaliser sur ce qu'on a déjà. Alors, l'accès à la terre, je n'ai pas dit que ce n'était pas problématique, c'est un problème, mais c'est loin d'être le seul problème, parce qu'une fois qu'on a un accès à la terre, il faut encore le gérer, et là, on a une multitude de problèmes qui sont rencontrés. Donc je veux juste resituer le problème du foncier dans un ensemble de problèmes de gestion plus large. Ouais. Alors quand on voit ça, on se dit tout de même, c'est vrai que nous, on parle très souvent de ce développement, de ce maraîchage urbain. On a quand même envie de douter quand on voit que la stratégie Good Food, c'est d'avoir 30% d'autonomie dans la production des fruits et légumes en 2035. Vous y croyez, vous, Déborah? D'avoir l'autonomie. De produire 35% des fruits et légumes sur le territoire de la région bruxelloise en 2035. Est-ce que vous y croyez? Ils ont un petit peu corrigé quand même. J'ai relu la stratégie Good Food tout à l'heure. C'était le chiffre qu'on trouve sur les sites. Oui. Vous en pensez quoi, vous? Excuse-moi de Non, te couper. Non, mais je vous laisserai répondre. Ouais. Non, je crois qu'ils ont revu un petit peu leurs ambitions en agrandissant la périphérie, tout ce qui est périurbain de la région. D'accord. Parce qu'ils se sont rendus compte peut-être que sur la région, on n'y arriverait peut-être pas. Donc, ils ont englobé tout ce qui est périphérique à la région dans la stratégie. Ouais. Allez, répondez maintenant à Déborah. Donc voilà, maintenant que tu apportes ceci en plus, oui, sinon c'est vrai que ça me semble, juste sur la partie, je dirais urbaine, c'est vrai que ça me semble un peu démesuré comme pourcentage. Donc... Parce que vous, Frédéric, vous exploitez donc aussi une parcelle de terrain assez grande à Wallin. À un moment donné, les frontières de la région bruxelloise vous ont semblé trop étroites? C'est une opportunité qu'on a eue parmi d'autres d'un coopérateur. On a un réseau de coopérateurs qui est assez large. On a presque 300 coopérateurs qui participent à leur façon dans notre développement, en prenant des parts de capital social, par exemple, à partir de 100 €, ou bien en nous mettant à disposition certains terrains qu'ils ont et qu'ils n'utilisent pas comme ils pourraient l'utiliser. C'est ce qui s'est passé à Wallin.
un gros propriétaire foncier nous a proposé de réfléchir à la mise en valeur de son bien. Et on a utilisé, pour commencer, une toute petite partie de son bien, donc 1,7 hectare, alors qu'il a des dizaines d'hectares aussi potentiellement convertibles en bio. Alors une petite dernière question pour terminer cette émission, Jean-Philippe. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde et qui a envie de se lancer, vous lui diriez quoi? Formez-vous, encadrez-vous et posez des questions. N'ayez pas peur d'aller prendre des questions chez les professionnels, chez ceux qui sont sur le terrain. Il faut poser des questions, demander des avis. Encore l'autre jour, j'étais face à quelqu'un, un fournisseur. Nous, on connaît les fournisseurs. On connaît des fournisseurs chez qui on peut acheter du matériel à avoir des bons prix. Venez nous poser les questions. D'accord, l'invitation est lancée. Hein. On peut trouver votre terrain, si on le cherche, c'est à Gette, à la rue Dubois. Rue Dubois, voilà, 15-17, face à une petite ferme. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Merci à vous aussi d'avoir assisté à cette émission. Autrement, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir mardi prochain.